Amélia. La voix de Nathan retentit, tranchante et inflexible, perçant le brouhaha des vers qui s'entrechoquent et des conversations murmurées. Il se tenait au centre de la grande salle de bal, son expression calme, presque cruellement détachée. Arrêtons de faire semblant. La salle se tut, des centaines de regards se tournant vers le couple debout sous le lustre étincelant. Amélia se figea, sa coupe de champagne tremblant dans sa main. Un instant, elle crut avoir mal entendu, mais le sourire glacial qui se dessinait au coin de ses lèvres lui prouva le contraire. « Je pense qu'il est temps d'être honnête avec tout le monde ici, » continua Nathan, son ton suffisant, amplifié par le microphone qu'il tenait à la main. « Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous ce soir pour célébrer ce qui a été, franchement, une farce de mariage. » Un hoquet collectif parcourut la foule. La poitrine d'Amélia se serra, son souffle coupé quelque part entre le choc et l'incrédulité. Elle tenta de parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, comme réduits au silence par le poids de sa trahison. Pendant 5 ans, poursuivit Nathan, la désignant d'un geste comme si elle était un objet encombrant, j'ai porté le fardeau de ce mariage. J'ai bâti mon entreprise à partir de rien pendant qu'Amélia, ricana-t-il en secouant la tête, eh bien, disons simplement qu'elle a joué le rôle d'épouse trophée de manière assez convaincante. La main d'Amélia se porta à sa poitrine, la piqûre de ces mots plus acérée que n'importe quelle lame. Elle chercha sur son visage un signe indiquant qu'il s'agissait d'une sorte de blague cruelle, mais ne trouva qu'une froide détermination. Nathan leva son verre dans un simulacre de toast, son sourire narquois s'élargissant. Mais ce soir marque la fin de cette comédie. J'ai trouvé quelqu'un qui me soutient réellement, quelqu'un qui comprend ce dont j'ai besoin pour continuer à avancer. Du coin de la pièce, une femme émergea, Sophia, l'assistante de Nathan, sa robe écarlate moulant ses courbes comme une déclaration de triomphe. Elle se glissa à ses côtés, enroulant son bras possessivement autour du sien. « Je te quitte, Amélia, » déclara Nathan, sa voix résonnant pour que tout le monde l'entende. « Les papiers du divorce seront sur ton bureau demain. » La pièce éclata en murmures de choc et d'incrédulité, mais Amélia n'entendait que le rugissement dans ses oreilles. Sa vision se brouilla tandis que l'humiliation et la fureur luttaient pour la domination dans sa poitrine. Ses doigts se resserrèrent autour du pied de son verre jusqu'à ce qu'il se brise, des éclats lui entaillant la paume. Pourtant, elle ne scia pas. Alors que le sang coulait sur sa main, elle fit un pas en avant, son regard se fixant sur celui de Nathan avec un calme qui le terrifia. « Tu crois que c'est fini ?» dit-elle, sa voix assurée malgré le chaos en elle. Nathan vacilla une fraction de seconde, mais le sourire suffisant de Sophia le poussa à retrouver son sang-froid. « C'est fini depuis des années, » ricana-t-il. Amélia sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « On verra ça, » dit-elle. Les talons d'Amélia claquèrent doucement contre le sol en marbre du grand foyer alors qu'elle entrait dans la maison. Les échos sonnaient creux, comme le vide dans sa poitrine. L'endroit qu'elle avait autrefois appelé son foyer semblait maintenant froid, étranger et hostile. Elle s'arrêta près de l'escalier, agrippant la rampe pour se stabiliser. La nuit avait été floue depuis qu'elle avait quitté la fête. Sa poitrine brûlait encore des mots cruels de Nathan, son humiliation publique la blessant plus profondément qu'elle ne l'aurait cru possible. Pourtant, contre tout instinct, elle était revenue ici. Non par espoir, mais par obligation. C'était sa maison. Elle y avait consacré des années de sa vie, la transformant en quelque chose de beau. Même si Nathan l'avait revendiquée comme sienne, elle n'était pas prête à lâcher prise. Pas encore, mais le son d'un rire interrompit ses pensées. Il venait du salon, bas et étouffé, mais indubitablement celui de Nathan. Elle se raidit, sa prise sur la rampe se resserrant alors qu'une autre voix se joignait à la sienne. Une voix de femme, légère et mélodieuse, dégoulinant de suffisance. Sophia. La poitrine d'Amélia se serra alors qu'elle avançait dans le couloir, chaque pas lent et délibéré. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais la scène qui l'accueillit lui souleva le cœur. Nathan était affalé sur le canapé, une bouteille de vin à moitié vide sur la table basse devant lui. Sophia était blottie à côté de lui, ses jambes drapées sur les siennes, un sourire satisfait sur son visage. Ils semblaient être à leur place, comme si cela avait toujours été leur maison. Nathan la remarqua le premier. Il haussa un sourcil, ses lèvres se tordant en un sourire narquois. « Tiens, qui voilà ?» dit-il, sa voix empreinte de moquerie. Sophia se tourna pour la regarder, son sourire s'élargissant. « Oh, Amélia, dit-elle doucement. Tu es encore là ?
Je pensais que tu te serais enfui maintenant. Amelia sentit l'air lui manquer. Elle s'était préparée à l'hostilité, mais pas à ça. La vue de Sophia, si à l'aise et confiante dans son espace, fut comme une gifle. Je suis revenue pour parler, dit-elle calmement, gardant sa voix assurée. Parler de quoi, dit Nathan en se penchant en arrière contre le canapé. Nous n'avons plus rien à nous dire. Sophia rit, le son écorchant les oreilles d'Amelia. Oh Nathan, ne sois pas si cruel, dit-elle, bien que son ton ne trahît aucune réelle préoccupation. Pauvre Amelia, elle est probablement juste confuse. Elle vit dans un fantasme depuis si longtemps, elle ne sait pas comment lâcher prise. Les mains d'Amelia tremblaient, mais elle refusa de leur montrer sa faiblesse. C'est toujours ma maison, dit-elle, sa voix plus ferme cette fois. Je mérite un peu de respect, renifla Nathan. Du respect? De ma part? Tu n'as rien fait pour le mériter, fit-il un geste autour de la pièce. Tout ici, tout ce que j'ai construit, c'est à moi. Tu n'as fait que profiter de la situation. Amelia le fixa, le cœur battant. Le croyait-il vraiment? Pensait-il vraiment qu'elle n'avait rien apporté? Tu ne penses pas ça, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Oh que si, dit Nathan en se levant. Il la dominait de sa hauteur, son expression froide et implacable. Tu n'es rien, Amelia. Tu l'as toujours été. Sophia se leva également, glissant son bras autour de la taille de Nathan. Allez, Nathan, dit-elle d'un ton enjoué. Ne gaspille pas ton énergie avec elle. Elle n'en vaut pas la peine. Amelia sentit sa poitrine se serrer, la colère bouillonnant sous la surface, mais elle refusa de la laisser paraître. Au lieu de cela, elle prit une profonde inspiration, se redressa et regarda Nathan droit dans les yeux. Tu le regretteras, dit-elle simplement. Nathan eut un sourire narquois. J'en doute. Sans un autre mot, Amelia se retourna et s'éloigna, ses pas résonnant dans le silence qui suivit. Les phares de la voiture perçaient la route de campagne sombre tandis qu'Amelia regardait par la fenêtre, son reflet se mêlant aux ombres de la nuit. Plus il s'éloignait de la maison qu'elle appelait autrefois son foyer, plus sa poitrine se sentait légère, mais la douleur dans son cœur refusait de s'estomper. Cela faisait 5 ans qu'elle n'était pas allée au domaine des Foster. 5 ans à jouer le rôle d'une épouse dévouée, à construire une vie avec Nathan, et à le soutenir discrètement tout en enterrant des parties d'elle-même. Elle ne lui avait pas seulement donné son amour. Elle lui avait donné sa confiance, ses relations, tout. Et maintenant, elle revenait les mains vides. Madame, nous y sommes presque, dit le chauffeur, sa voix brisant le silence. Amelia hocha la tête distraitement, serrant plus fort son sac à main. Elle ne répondit pas, ses pensées trop éparpillées pour former des mots. Les grilles du domaine des Foster apparurent quelques instants plus tard, leur ferronnerie familière se dressant, haute et imposante. Alors qu'elle s'ouvrait, révélant le grand manoir au-delà, une vague de souvenirs la submergea. La maison n'avait pas changé. Ses murs d'ivoire brillaient sous la douce illumination des lumières extérieures, les vastes jardins parfaitement entretenus. C'était un lieu de beauté et de pouvoir, un contraste frappant avec la petite maison impersonnelle qu'elle avait partagée avec Nathan. La voiture s'arrêta devant l'entrée, et la portière fut ouverte avant même qu'Amelia ait pu rassembler ses pensées. Amelia, sa sœur cadette, Charlotte, se précipita en avant, ses bras s'enroulant étroitement autour d'Amelia avant qu'elle ne puisse sortir de la voiture. Le parfum floral familier de sa sœur amena des larmes aux yeux d'Amelia, mais elle les chassa en clignant des yeux, se contenant. Charlotte, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Ça fait trop longtemps, dit Charlotte en se reculant pour étudier son visage. Qu'est-il arrivé? Tu as l'air, fit-elle une pause, son expression s'adoucissant. Tu as l'air d'avoir traversé l'enfer. Amelia réussit un faible sourire, quelque chose comme ça. Viens, dit Charlotte en glissant un bras autour de ses épaules. Tout le monde t'attendait. À l'intérieur du manoir, la chaleur de l'environnement familier enveloppa Amelia comme une couverture réconfortante. Le grand lustre du foyer scintillait au-dessus d'eux, sa lumière projetant des motifs complexes sur le sol en marbre. Ses parents attendaient dans le salon. Robert Foster, le patriarche toujours sévère, se tenait près de la cheminée, les bras croisés. Evelyn Foster était assise sur le canapé, les mains jointes sur ses genoux. Malgré les années passées, leurs expressions de préoccupation et d'autorité n'avaient pas changé. Amelia, dit son père en entrant dans la pièce.
Sa voix était ferme, mais il y avait une nuance de soulagement qui adoucissait son ton habituel. Papa. Maman. La voix d'Amélia vacilla alors qu'elle s'avançait. Evelyne se leva et l'enveloppa dans une douce étreinte. Oh, ma chérie, murmura-t-elle en lui caressant les cheveux. Tu es enfin à la maison. Robert se racla la gorge, son regard perçant fixé sur sa fille. Tu aurais dû revenir plus tôt, dit-il, son ton sévère mais pas méchant. Je t'avais dit que cet homme n'était pas bon pour toi. Amélia recula, rencontrant le regard de son père avec une calme résolution. Je sais, papa. Tu avais raison. Son aveu sembla le prendre au dépourvu. Il l'étudia un instant avant d'acquiescer. Bien. Au moins, tu as retrouvé la raison. Robert, le réprimanda doucement Evelyne en lui lançant un regard. Elle se retourna vers Amélia, son expression remplie d'inquiétude. Raconte-nous ce qui s'est passé, ma chérie. Commence par le début. Amélia hésita, le poids de la nuit menaçant de l'écraser. Mais en regardant autour d'elle dans la pièce, le regard réconfortant de sa mère, la posture protectrice de son père et le soutien indéfectible de Charlotte, elle sentit une lueur de force. Elle s'affaissa sur le canapé et commença à tout raconter. Quand elle eut fini, la pièce était lourde de silence. Evelyne tamponnait ses yeux avec un mouchoir, ses doux reniflements étant le seul son. Charlotte était assise à côté d'Amélia, la mâchoire serrée de colère. Ce salaud, marmonna Charlotte, sa voix tremblant de rage. Comment ose-t-il te traiter comme ça? Après tout ce que tu as fait pour lui. Robert, qui était resté silencieux pendant toute l'histoire, prit enfin la parole. Je m'assurais qu'il le regrette, dit-il, sa voix froide et implacable. Un coup de fil suffit. Ses affaires, sa réputation, sa vie. Je peux tout détruire. Non, dit Amélia, sa voix ferme. Sa famille se tourna vers elle, surprise. C'est mon combat, continua-t-elle en rencontrant le regard de son père. Nathan pense que je suis faible, que je ne suis rien sans lui. Je dois lui montrer à quel point il a tort. Mais je le ferai selon mes propres conditions. Robert fronça les sourcils. Amélia, il n'est pas nécessaire de gérer ça seule. Tu n'as rien à prouver à cet homme. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit, dit-elle, sa voix assurée malgré les larmes qui menaçaient de couler. Il s'agit de reprendre le contrôle. Je l'ai laissé m'humilier, profiter de moi et me traiter comme si je ne valais rien. Mais plus maintenant. Evelyne tendit la main, plaçant une main sur celle d'Amélia. Nous te soutiendrons, quoi que tu décides, dit-elle doucement. Charlotte hocha la tête. Dis juste un mot, et je t'aiderai à l'enterrer. Amélia réussit un petit sourire, son cœur se gonflant de gratitude. Merci, à vous tous. Plus tard cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans le lit de sa chambre d'enfant, les souvenirs affluèrent. Elle pensa à la première fois qu'elle avait rencontré Nathan, son charme facile et son sourire confiant l'attirant. Elle se souvint des débuts de leur relation, comment il l'avait fait se sentir comme la personne la plus importante au monde. Et elle pensa aux années qui suivirent. Les sacrifices qu'elle avait faits, les opportunités qu'elle avait créées pour lui, et les innombrables fois où elle avait utilisé les relations de sa famille pour ouvrir des portes qu'il ne pouvait pas ouvrir. Elle lui avait tout donné, croyant en ses rêves et ses promesses, et maintenant il avait tout jeté. Des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues, mais sous la douleur se cachait un sentiment croissant de détermination. Nathan avait fait une erreur fatale. Il ne sait pas qui je suis vraiment, pensa-t-elle, la mâchoire serrée. Mais il est sur le point de le découvrir. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les lourds rideaux de la chambre d'enfant d'Amélia, mais elle n'apportait pas la paix. Elle avait passé la majeure partie de la nuit éveillée, fixant le plafond alors que les souvenirs des 5 dernières années la hantaient. Au moment où la première lumière entra, le chagrin avait commencé à se durcir en quelque chose d'autre, la résolution. Elle s'assit, le confort familier de la pièce autour d'elle contrastant avec le tumulte intérieur. Les murs lavande doux, le couvre-lit moelleux, les étagères encore garnies de ses romans préférés de l'université. Tout cela semblait appartenir à une autre vie. Ici, elle était Amélia Foster, fille d'une des familles les plus riches du pays. Pas Amélia Gray, l'épouse humiliée de Nathan, un homme qui l'avait utilisée et rejetée. Le coup sec à la porte la surprit. Entrez, appela-t-elle, sa voix rauque par manque de sommeil. La porte s'ouvrit et Charlotte entra,
tenant un plateau avec du café et des croissants. Je me doutais que tu serais debout, dit-elle en posant le plateau sur la table de chevet. Comment te sens-tu? Amélia offrit un faible sourire, comme si j'avais été percuté par un camion. Charlotte s'assit sur le bord du lit, ses yeux vifs étudiant sa sœur. Tu ne méritais pas ce qu'il t'a fait, dit-elle sans détour, et je ne dis pas ça seulement parce que je suis ta sœur. Nathan a toujours été un serpent, Amélia. Tu étais trop bien pour lui. Amélia soupira, attrapant le café. Je ne l'ai pas vu au début, admit-elle. Je pensais qu'il m'aimait. Je pensais qu'il appréciait tout ce que je faisais pour lui. Charlotte croisa les bras. Regrettes-tu de l'avoir épousé? La question resta en suspens. Amélia but une gorgée de café, le goût amer la ramenant à la réalité. Je regrette de lui avoir fait confiance, dit-elle finalement. Mais non, je ne regrette pas de l'avoir épousé. J'ai beaucoup appris de cette erreur. Charlotte haussa un sourcil. Erreur? Tu l'appelles encore poliment comme ça? Amélia eut un sourire narquois malgré elle. D'accord, une erreur colossale. Contente? Ça vient. Charlotte se pencha plus près, son expression devenant sérieuse. Alors, quel est le plan? Amélia fronça les sourcils. Le plan? Oh, allez. Charlotte fit un geste dédaigneux de la main. Ne joue pas les fausses ingénues avec moi. Je connais ce regard dans tes yeux. Tu ne vas pas simplement le laisser s'en tirer comme ça. Le silence d'Amélia fut une réponse suffisante. Amélia passa la matinée dans le bureau de son père. La pièce était un grand espace rempli de boiseries sombres, d'étagères de livres reliés en cuir, et d'une légère odeur de fumée de cigare qui flottait dans l'air. Elle était assise au bureau massif en chêne, parcourant des documents et passant des appels. Son père avait été réticent à se retirer et à la laisser gérer les choses, mais Amélia avait insisté. C'était son combat, et elle devait reprendre son pouvoir selon ses propres termes. Le premier appel fut pour un vieil ami, quelqu'un à qui elle n'avait pas parlé depuis des années, mais qui devait encore une faveur à sa famille. Puis un autre, cette fois un banquier dont Nathan ignorait les liens avec les Foster. Quand elle eut terminé, les bases de son plan étaient posées. Amélia se pencha en arrière dans le fauteuil, un petit sourire satisfait se dessinant sur ses lèvres. Nathan n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Cette nuit-là, alors qu'Amélia était allongée dans son lit, ses pensées dérivèrent vers le tout début. Elle avait rencontré Nathan lors d'un gala de charité, l'un de ces événements scintillants auxquels sa famille insistait pour qu'elle assiste. Elle était fatiguée des conversations superficielles et des sourires forcés quand il était apparu, charmant et confiant dans son costume mal ajusté. Il n'était pas comme les autres hommes présents, avait-elle pensé. Il avait de l'ambition, de la motivation, et juste assez de vulnérabilité pour le faire paraître authentique. Ils parlèrent pendant des heures, et à la fin de la nuit, Amélia était sous le charme. Leur cours avait été rapide et passionné. Nathan lui donnait l'impression d'être vu, valorisé et aimé, du moins c'est ce qu'elle pensait. Elle avait gardé sa véritable identité secrète, voulant qu'il l'aime pour elle-même, pas pour sa richesse. Elle lui avait dit qu'elle était une fille d'une petite ville qui avait gravi les échelons, et il l'avait cru. Quand ils se marièrent, Amélia décida de maintenir le mensonge. Elle voulait construire une vie avec Nathan sans que l'influence de sa famille n'occulte tout. Mais il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne commence à voir des fissures dans sa façade. Les entreprises de Nathan étaient ambitieuses mais imprudentes. Il prenait des risques sans comprendre les conséquences, et il devint clair qu'il manquait des relations et de l'expertise pour réussir seul. C'est alors qu'Amélia intervint. Discrètement, sans le lui dire, elle commença à tirer les ficelles. Un mot à son père par-ci, une faveur d'un vieil ami par-là. Elle aplanit des accords qui auraient dû échouer, ouvrit des portes qui auraient dû rester fermées, et Nathan s'en attribua tout le mérite. Au début, cela ne la dérangeait pas. Elle se disait que c'était pour le bien commun, qu'elle l'aidait à réaliser ses rêves. Mais au fil des ans, son arrogance grandit et sa gratitude s'estompa. Puis vint Sophia. Amélia avait remarqué les signes. Les nuits tardives, les appels téléphoniques secrets, la soudaine froideur dans leur relation. Mais elle n'avait pas voulu y croire. Elle s'était convaincue que Nathan ne la trahirait pas comme ça. Pas après tout ce qu'ils avaient traversé. La fête d'anniversaire avait brisé cette illusion. Le lendemain matin, Amélia rejoignit son père pour le petit déjeuner sur la véranda. Le soleil brillait,
l'air était vif et frais, mais son esprit travaillait déjà sur les prochaines étapes de son plan. « Je pense toujours que tu devrais me laisser gérer ça, » dit Robert en sirotant son café. « J'apprécie l'offre, papa, mais c'est personnel, » répondit Amelia. Robert fronça les sourcils. Personnel ou non, c'est un imbec. S'il pense pouvoir humilier un Foster et s'en tirer comme ça. Amelia sourit. C'est un imbécile. C'est pourquoi ça marchera. Elle passa le reste de la journée à rencontrer des personnes clés, des conseillers financiers, des avocats et des alliés de confiance qui étaient plus qu'heureux de l'aider. Nathan ne le savait pas, mais les fondations même de son entreprise étaient sur le point de s'effondrer. Ce soir-là, Amelia envoya un message à Nathan. C'était simple, juste une seule phrase. « Tu regretteras de m'avoir sous-estimé. » Quand il le verrait, elle savait qu'il rirait. Il penserait que c'était une tentative désespérée de s'accrocher au pouvoir. Une menace vaine d'une femme qu'il croyait faible et vaincue. Mais Amelia n'était pas faible. Et bientôt, Nathan réaliserait à quel point il s'était trompé. Nathan se pencha en arrière dans son fauteuil de bureau, le cuir craquant alors qu'il parcourait les derniers rapports financiers. Les chiffres étaient solides, mais pas spectaculaires, mais cela n'avait pas d'importance. Pour lui, l'avenir était plus radieux que jamais. Avec Amelia partie, il se sentait plus léger. Plus de harcèlement, plus de suggestions sur la façon de gérer l'entreprise, et plus de pression pour jouer le mari dévoué. Tout ce dont il rêvait était enfin à portée de main. À côté de lui, Sophia était perchée sur le bureau, enroulant une mèche de ses cheveux et faisant semblant de s'intéresser aux feuilles de calcul devant lui. Alors, ronronna-t-elle en croisant les jambes de manière provocante. Quand est-ce qu'on officialise ça? Tu sais, toi et moi. Nathan leva les yeux, son sourire narquois paresseux. Bientôt. Juste besoin de finaliser les papiers du divorce et de régler quelques affaires. Sophia fit la moue. Tu dis ça depuis des semaines. Qu'est-ce qui bloque? Ce n'est pas comme si elle allait te combattre. Elle est ruinée, non? Nathan gloussa, faisant tourner son stylo entre ses doigts. Oh, elle est plus que ruinée. À l'heure qu'il est, elle mendie probablement des miettes à sa famille. Amelia n'a jamais eu l'estomac pour affronter le monde réel. Sophia ricana, se penchant pour lui déposer un baiser sur la joue. Bien. Parce que je veux ce qui m'appartient. Le téléphone de Nathan vibra, interrompant le moment. Il jeta un coup d'œil à l'écran, son sourire narquois s'effaçant lorsqu'il vit le message. Tu regretteras de m'avoir sous-estimé. L'expéditeur, Amelia. Un instant, il fixa les mots. Puis, avec un ricanement, il jeta le téléphone sur le bureau. Pathétique, marmonna-t-il. Qu'est-ce que c'est? Demanda Sophia, tendant le cou pour voir l'écran. Rien, dit Nathan, son ton dédaigneux. Juste Amelia qui essaie de jouer les durs. Elle est probablement encore amère à propos de la fête. Sophia rit, sa voix stridente. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pleurer jusqu'à s'endormir? Elle est inoffensive. Nathan se pencha de nouveau en arrière, sa confiance inébranlable. Exactement. Elle disparaîtra, et nous n'aurons plus jamais à penser à elle. Mais au fond de lui, une petite voix murmurait des doutes qu'il ne voulait pas reconnaître. Les premiers signes de difficulté apparurent 2 jours plus tard. Nathan était en réunion avec ses investisseurs, présentant un nouveau plan d'expansion pour Grey Enterprises. Tout s'était bien passé. Sa présentation était soignée, et les investisseurs semblaient intéressés. Jusqu'à ce que l'un d'eux, un homme plus âgé nommé Monsieur Lawson, lève la main. « J'ai une préoccupation, » dit Lawson, son ton mesuré mais ferme. Nathan sourit avec confiance. « Bien sûr, abordons-la. » Lawson fit glisser un document sur la table. « J'ai reçu ce rapport hier. Il semble y avoir une divergence dans vos projections financières. Plus précisément, quelques contrats clés qui devaient être conclus sont tombés à l'eau. » Le sourire de Nathan vacilla. « Ce n'est pas possible. Ces contrats ont été conclus il y a des semaines. » Le front de Lawson se plissa. « Apparemment non. Un de mes contacts m'a informé que les fournisseurs ont retiré leur soutien. » L'estomac de Nathan se noua. « Je vais vérifier ça immédiatement, » dit-il, essayant de garder son sang-froid. Mais au fur et à mesure que la réunion se poursuivait, il devint clair que les dégâts étaient pires qu'il ne le pensait.
Un autre investisseur mentionna avoir entendu des rumeurs de retard dans la logistique d'expédition de Nathan. Quelqu'un d'autre évoqua des murmures d'un procès en cours intenté par un partenaire mécontent. Au moment où la réunion se termina, Nathan était sous le choc. De retour dans son bureau, Nathan appela frénétiquement son équipe, exigeant des réponses. Son assistante se précipita pour extraire des rapports, mais rien n'avait de sens. Les contrats étaient effectivement tombés à l'eau, avec des explications vagues invoquant des changements de priorité et de meilleures offres. Les retards d'expédition étaient réels, bien que personne ne semblât savoir pourquoi. Et puis il y avait le procès. Un ancien fournisseur réclamant une rupture de contrat, une situation dont Nathan n'était même pas au courant. Ça n'a aucun sens, marmonna Nathan en passant une main dans ses cheveux. Tout allait bien la semaine dernière. Sophia entra nonchalamment, une tasse de café à la main. Qu'est-ce qui te met dans tous tes états? Nathan lui lança un regard noir. La moitié de mes contrats tombe à l'eau, et maintenant il y a un procès. Quelque chose ne va pas. Sophia haussa les épaules, posant le café sur son bureau. C'est peut-être juste de la malchance. Les affaires sont imprévisibles, non? Nathan ne répondit pas. Il ne pouvait se défaire du sentiment que ce n'était pas un hasard. Au domaine des Foster, Amelia était assise dans le bureau de son père, examinant les dernières mises à jour de ses contacts. Les rapports étaient prometteurs. L'entreprise de Nathan montrait déjà des failles, et la pression ne ferait qu'augmenter dans les semaines à venir. Il commence à le sentir, dit Charlotte, affalée dans le fauteuil en face d'elle. J'ai entendu par un ami qu'un de ses investisseurs se retire. Amelia hocha la tête. Son regard se concentra sur les papiers devant elle. Bien, mais ce n'est que le début. Son père entra dans la pièce, un rare sourire aux lèvres. Tu joues bien ça, Amelia. Stratégique, méthodique. Il ne le verra pas venir. Amelia leva les yeux, son expression calme mais déterminée. Il pensait que j'étais faible. Il pensait pouvoir m'humilier et s'en tirer indemne. Mais il ne sait pas à qui il a affaire. Le sourire de Robert s'élargit. J'en viendrais presque à plaindre cet homme. Presque. Au cours de la semaine suivante, le monde de Nathan continua de s'effondrer. Un autre investisseur se retira, invoquant des préoccupations quant à l'instabilité. Les fournisseurs commencèrent à exiger des paiements anticipés, ce que l'entreprise de Nathan ne pouvait pas se permettre. Le procès gagna du terrain, avec des preuves accablantes qui dépeignaient Nathan comme négligent. Il essaya de réparer la situation, appelant des contacts, proposant des accords, envisageant même de liquider des actifs. Mais rien ne fonctionna. C'était comme si quelqu'un orchestrait le chaos, tirant les ficelles pour assurer sa chute. Une nuit, alors qu'il était assis seul dans son bureau, fixant le désordre de papier sur son bureau, la réalisation le frappa. Amelia. Ça devait être elle. Il prit son téléphone, sa main tremblant de colère et de peur. Il composa son numéro, mais l'appel tomba directement sur la messagerie vocale. Tu te crois maline? Siffla-t-il dans le téléphone. Je sais que c'est toi. Quel que soit le jeu auquel tu joues, tu ferais mieux d'arrêter. Tu le regretteras. Mais alors qu'il raccrochait, la petite voix du doute revint, plus forte cette fois. Et si elle était plus intelligente que tu ne le penses? Les jours qui suivirent la prise de conscience de Nathan furent remplis d'un malaise croissant qui le rongeait, implacable et suffocant. Il était habitué au contrôle. Toute sa vie avait consisté à gérer des situations, à conclure des marchés et à obtenir des résultats. Mais ça, c'était quelque chose de différent. C'était comme si le sol sous ses pieds s'érodait lentement, sans aucun moyen d'arrêter l'effondrement inévitable. Chaque fois qu'il essayait de sortir son entreprise de la chute libre, quelque chose d'autre semblait l'entraîner plus bas. Dans le calme de son bureau, tard une nuit, il éplucha de nouveau les finances, cherchant une issue. Il avait tout essayé, restructuration, renégociation, et même la promesse d'incitation supplémentaire pour garder ses investisseurs à bord. Mais rien ne fonctionnait. Son téléphone reposait sur le bureau à côté de lui. L'appel sans réponse à Amelia de tout à l'heure persistait dans son esprit comme un goût amer. C'est elle qui a fait ça, marmonna-t-il, fixant les chiffres qui le narguaient depuis l'écran. Son instinct lui disait qu'Amelia était derrière tout ça, que tout cela où les contrats échoués, les procès, le retrait de ses partenaires commerciaux étaient orchestrés. Mais comment? Elle n'était plus dans sa vie. L'était-elle?
Alors pourquoi avait-il l'impression qu'elle tirait encore ses ficelles de loin? Le bruit sec de la porte de son bureau s'ouvrant interrompit le fil de ses pensées. Sophia entra, ses talons claquant contre le sol en marbre, son sourire large mais manquant de chaleur. « Tu as une mine affreuse », observa-t-elle en jetant un coup d'œil à son apparence débraillée. « Que se passe-t-il? As-tu obtenu les papiers dont tu avais besoin ?» Nathan n'accusa même pas réception de la question. Au lieu de cela, il se renversa dans son fauteuil, se frottant les tempes. « Quelque chose ne va pas, Sophia. » Tout s'effondre. Sophia haussa un sourcil. « Ce ne sont que des affaires, Nathan. Tu te relèveras. Tu le fais toujours. » Sa voix était réconfortante, mais Nathan pouvait entendre une pointe de doute s'y glisser. Ses propres doutes commençaient aussi à s'insinuer. « Je ne pense pas cette fois, » dit-il doucement. « Quelque chose ne va pas. » Il croisa enfin son regard. « Je pense que c'est Amelia. » Sophia se figea, son expression changeant légèrement, une lueur de quelque chose de plus sombre passant sur ses traits avant de disparaître. Elle se pencha en avant, son ton léger mais sur ses gardes. « Que veux-tu dire ?» Nathan passa une main dans ses cheveux avec frustration. « Je ne sais pas comment elle a fait, mais ça, tout ça, c'est elle. Ça doit être elle. » Sophia laissa échapper un petit rire, bien qu'il n'y eût aucune once d'humour. « Amelia, la femme qui n'arrivait même pas à te rendre assez heureux pour que tu restes marié avec elle ? Nathan, elle est partie. Ce n'est pas une marionnettiste qui tire les ficelles en coulisses. Tu traverses juste une mauvaise passe. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. » Nathan voulait la croire. Vraiment. Mais les preuves qui s'accumulaient, non, la certitude, lui disaient le contraire. « Non, » dit-il, sa voix calme mais ferme. Elle connaît des gens. Des gens puissants. C'est elle qui m'a aidé toutes ces années sans que je le sache. Ce n'est pas une femme sans défense. Sophia ne répondit pas tout de suite. Ses lèvres se pincèrent en une ligne fine, et elle recula d'un pas. « Tu la connais mieux que moi, » dit-elle finalement. Sa voix teintait de quelque chose qui n'était pas tout à fait du dédain, mais pas exactement du soutien non plus. « Mais tu devrais faire attention avec ce genre de pensée. La vengeance peut venir de toutes sortes d'endroits. Tu pourrais même ne pas la voir venir. » Nathan la fixa, mais quelque chose dans ses mots le perturba. Et si Sophia avait raison? Et si Amelia avait déjà une longueur d'avance, le regardant se défaire et savourant chaque instant? Cette pensée suffit à lui donner froid dans le dos. Amelia se tenait devant les grandes fenêtres du bureau de son père, contemplant la vaste étendue du domaine. Les terrains tentaculaires, le manoir majestueux, et la sérénité paisible de l'ensemble ne suffisaient guère à la calmer. À l'intérieur, son esprit était loin d'être tranquille. Son plan se mettait en place, mais ce n'était pas un sentiment de victoire qui la remplissait. C'était autre chose, quelque chose de plus sombre. Chaque fois qu'elle pensait à Nathan, à l'humiliation qu'il lui avait fait subir à la fête, à la manière cruelle dont il l'avait rejetée comme si elle ne signifiait rien, cela la poussait en avant. Mais une partie d'elle, une petite partie inattendue, souffrait encore. Un autre appel. La voix de Charlotte ramena Amelia au présent. Amelia jeta un coup d'œil à son téléphone, qui vibrait sans arrêt depuis quelques heures. Le fil de message était un mélange d'affaires professionnelles et personnelles. Des contacts désireux de l'aider dans sa vengeance. Elle avait déjà obtenu quelques coups financiers stratégiques supplémentaires, et maintenant les choses commençaient vraiment à mal tourner pour Nathan. « Je crois qu'il sait », dit doucement Amelia, sans être sûr que ce soit une question ou une affirmation. « Bien sûr qu'il le sait », répondit Charlotte, s'asseyant sur la coudoir du fauteuil d'Amelia. « Tu as été prudente, mais tu n'es pas non plus très subtile. Les gens savent que tu tires les ficelles depuis des années, et maintenant ils commencent à ressentir les conséquences de son arrogance. » Amelia tourna son regard ferme. « Je n'ai jamais voulu ça, Charlotte. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. » Charlotte haussa un sourcil. « Non, tu ne le voulais pas. Mais tu fais ce que tu dois faire. Il l'a mérité. » La pièce tomba dans le silence un instant pendant qu'Amelia assimilait les mots de sa sœur. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra de nouveau. Elle regarda l'écran, ses yeux se plissant lorsqu'elle vit le nom de Nathan s'afficher. « Je pense qu'il est prêt à supplier, » dit Amelia avec un sourire froid, qui n'atteignit cependant pas tout à fait ses yeux. « C'est l'heure. »
Le lendemain, Nathan ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose était sur le point de se briser. La pression était insupportable, et chaque tentative qu'il faisait pour reprendre le contrôle ne semblait qu'aggraver les choses. Sa réputation était en jeu, et avec elle, l'avenir de Grey Enterprises. Son téléphone sonna une fois de plus, cette fois avec un numéro inconnu. Il répondit immédiatement, espérant presque un miracle. Nathan Grey. La voix à l'autre bout du fil était froide, professionnelle et reconnaissable entre toutes. C'est Amelia. Un instant, il ne put parler. Entendre sa voix après tout ce temps, si calme et contrôlée, provoqua une vague d'effroi qui le submergea. « Que veux-tu » demanda-t-il finalement, essayant de masquer le tremblement dans sa voix. « Je pense que tu sais ce que je veux » répondit Amelia, son ton léger, mais teinté d'une pointe qu'il ne pouvait ignorer. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit à la fête, sur le fait que tu passerais à autre chose et que tu m'oublierais. » Nathan sentit une oppression dans sa poitrine. Il pouvait entendre le venin subtil dans ses mots, et pour la première fois, il n'était plus sûr de lui. « Amelia. »« Non » l'interrompit-elle, sa voix tranchant l'air comme une lame. « Je ne méritais pas ce que tu m'as fait. Tu m'as humilié devant tout le monde, Nathan. Tu pensais que je n'étais rien. » Ces mots restèrent en suspens dans l'air comme un poids auquel il ne pouvait échapper. « Et maintenant, continua-t-elle, sa voix devenant plus froide, je m'assure que tu te souviennes qui je suis. » Avant que Nathan ne puisse répondre, l'appel se termina. Amelia posa le téléphone d'une main assurée, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Nathan l'avait toujours sous-estimé, et maintenant, il allait en payer le prix. Il ne s'agissait pas seulement d'affaires ou de vengeance. Il s'agissait de retrouver sa dignité. La manière calme et patiente dont elle avait géré leur mariage, la façon dont elle avait œuvré en coulisses pour le construire, allait maintenant servir un nouveau but. Nathan avait pris sa gentillesse pour de la faiblesse. Maintenant, elle allait lui montrer à quel point il s'était trompé, et à la fin, il ne lui resterait rien. Amelia se tenait au bord de la salle de conférence aux parois de verre épuré, ses doigts traçant légèrement le bord de la table alors qu'elle regardait le soleil se coucher derrière la ligne d'horizon. Le reflet de la ville s'étirait sur les fenêtres, lui rappelant tout ce pourquoi elle avait travaillé. Tout ce qu'elle avait été prête à cacher, à sacrifier. Elle avait joué le rôle de l'épouse dévouée pendant des années, mais maintenant, les gants étaient retirés. Cela faisait près d'une semaine depuis sa conversation avec Nathan. Celle où ses mots étaient remplis de honte et d'un plaidoyer désespéré et creux. C'était presque satisfaisant de l'entendre la supplier pour une seconde chance, même si ce n'était pas suffisant. Loin de là. Elle pouvait encore sentir la piqûre de son humiliation publique, comme une blessure qui n'avait pas guéri. Il devrait souffrir davantage, beaucoup plus, avant qu'elle n'envisage même de lui pardonner. Comme par hasard, son téléphone vibra. Amelia le prit sans hésitation, son rythme cardiaque s'accélérant à la vue du nom de Nathan. Il était persistant, sa culpabilité évidente dans chacune de ses tentatives pour la joindre. Mais cette fois, il n'y avait pas de place pour la douceur. Elle répondit, « Amelia, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. » « Non » l'interrompit-elle froidement, coupant ses mots comme un couteau. « Il n'y a rien à discuter. » « Nathan » ajouta-t-elle, sa voix plus tranchante maintenant. « Tu as eu ta chance. Tu as fait ton lit, maintenant couche Y. » Un silence tendu suivit, et Amelia pouvait pratiquement l'entendre avaler sa frustration à l'autre bout du fil. Puis, d'une voix pleine de vulnérabilité et de regret, il dit « Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais tu ne vas pas juste me laisser comme ça, n'est-ce pas? Je vais tout arranger. Je vais arranger les choses. » Les lèvres d'Amelia se retroussèrent en un sourire, mais il n'y avait aucune chaleur. « Tu n'as pas à arranger ça. Tu ne contrôles plus le récit, Nathan. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle raccrocha. Elle se pencha en arrière contre la table, s'autorisant un moment de satisfaction. Elle n'était plus la femme qu'il pouvait manipuler ou rabaisser. Amelia était fatiguée. Fatiguée de faire semblant. Fatiguée de s'accrocher à une façade qui ne servait plus à rien. Mais son épuisement ne concernait pas le passé. Il concernait l'avenir. L'avenir qu'elle construisait maintenant, pièce par pièce. Dans le calme de son domaine familial, les vastes couloirs du manoir baignaient dans la douce lueur du soir. Ses frères et sœurs étaient couchés depuis longtemps, mais ses parents étaient encore dans le salon, l'attendant. Quand Amelia entra,
son père leva les yeux de son journal, le front plissé d'inquiétude. Tu as été silencieuse ces derniers temps. Tu gères tout bien, n'est-ce pas? Amélia sourit, bien que cela n'atteignît pas tout à fait ses yeux. Bien sûr, tout va bien. Sa mère, toujours la plus perspicace des deux, la regardait avec des yeux attentifs. Que se passe-t-il, ma chérie? Nous te connaissons mieux que ça. Tu as été distante. Amélia hésita un instant avant de s'asseoir en face de ses parents. C'est Nathan, avoua-t-elle, sa voix douce mais ferme. Je crois qu'il réalise enfin ce qu'il a fait. Mais c'est trop tard. Je ne lui pardonnerai pas. Son père hocha la tête d'un air entendu, les lèvres serrées. Il ne mérite pas ton pardon. Je l'ai toujours dit. Quel est son prochain coup? Je pense qu'il va essayer de tout arranger. Son entreprise, sa réputation, sa vie. Mais il n'y parviendra pas. Pas cette fois. Pas avec moi. Pourquoi chaque cadre licencié devait partir? Les inquiétudes du conseil s'évanouirent lorsqu'ils réalisèrent l'étendue de la corruption qu'ils avaient éliminée. Il y a plus, annonça Johan en sortant les dossiers financiers. Nous avons retracé des paiements irréguliers via leurs notes de frais. La SEC serait très intéressée par certaines de ces transactions. Nathan est en route, interrompit Jessica en consultant sa tablette. Il a réussi à convaincre la sécurité du hall de le laisser entrer. Johan sourit en regardant le flux de la caméra du hall. Non, j'ai convaincu la sécurité de le laisser entrer. Regardez l'écran. Nathan traversa le hall en trombe, son costume chair froissé, son visage rougi par la colère et l'alcool. Il serrait un dossier qui contenait sans aucun doute ce qu'il pensait être des informations compromettantes. « Dois-je demander à la sécurité de l'arrêter » demanda Jessica. « Pas encore. » répondit Johan. « Voyons ce qu'il pense avoir. » Quelques minutes plus tard, Nathan fit irruption dans la salle du conseil, son expression triomphante vacillant en voyant Johan calmement assise à la tête de la table. « J'ai des preuves » annonça-t-il en agitant son dossier. « La preuve qu'elle a tout orchestré. » Vous voulez dire la preuve que j'ai fondé cette entreprise, que je l'ai bâtie à partir de rien, que je l'ai dirigée avec succès pendant que vous vous attribuiez le mérite de mes stratégies? Johan se leva lentement. Ou la preuve que j'ai documenté vos fautes pendant des années pendant que vous vous moquiez de mon prétendu chômage? Les membres du conseil regardèrent en silence la confiance de Nathan s'effondrer. Tu m'as piégé, balbutia-t-il. Non, Nathan, dit calmement Johan. Tu t'es piégé toi-même. Chaque fois que tu as rabaissé un candidat, chaque fois que tu as écarté une femme qualifiée, chaque fois que tu as ri de ta femme au chômage, tu as construit ce dossier contre toi. Elle fit un signe de tête à Jessica, qui afficha leur dossier de preuves complet sur les écrans de la pièce. Nathan regarda avec horreur des années de ses fautes se dérouler en haute définition. Vos choix, continua calmement Johan, sont simples. Partez maintenant, respectez l'accord de non-concurrence et gardez le peu de dignité qu'il vous reste. Ou battez-vous, et regardez chaque détail de votre comportement devenir public. Tu ne peux pas. Commença-t-il. Sécurité, interrompit Johan en appuyant sur un bouton de son bureau. Veuillez escorter Monsieur Morrison à l'extérieur, et cette fois, révoquer son accès au hall. Alors que la sécurité emmenait Nathan, Johan se tourna vers le conseil. Maintenant, concernant ces transactions financières irrégulières, le reste de l'après-midi fut consacré à renforcer leur position juridique. Chaque élément de preuve fut catalogué, chaque témoignage enregistré, chaque document notarié. Le soir venu, ils avaient constitué un dossier si solide qu'aucun cabinet d'avocats ne toucherait aux affirmations de Nathan avec une perche de 10 pieds. Ils se réunissent à nouveau ce soir, rapporta Jessica alors que l'obscurité tombait. Même barre. Bien, répondit Johan en examinant la dernière demande de surveillance. Voyons quelles autres preuves ils sont prêts à nous donner. Après tout, le meilleur dossier se construit en laissant vos adversaires penser qu'ils gagnent jusqu'au moment où ils perdent tout. La surveillance du bar s'avéra plus précieuse qu'ils n'auraient pu l'espérer. Ivres de whisky cher et d'orgueil blessé, Nathan et ses amis passèrent des heures à avouer par inadvertance des années de malversation d'entreprise. Rejoue cette section, ordonna Johan. Le lendemain matin, penché en avant sur sa chaise, Johan regardait le flux de surveillance de haute qualité. La voix pâteuse de Nathan emplit son bureau. Vous vous souvenez de cette fusion l'année dernière, celle qui nous a fait passer pour des génies?
Eh bien, laissez-moi vous dire comment nous l'avons vraiment réalisé. Ce qui suivit fut une confession détaillée de délit d'initié, avec nom, date et montant. Envoyez ça au service juridique. Ordonna Johan, et informez la SEC anonymement. Il est temps de créer notre tempête parfaite. Les doigts de Jessica volèrent sur sa tablette. Nathan a déjà commencé à vendre ses actions personnelles. Les autres suivent le mouvement. Parfait, dit Johan en consultant leur plan d'urgence. Activez le protocole tonnerre. Le protocole tonnerre était l'aboutissement de mois de planification, une série d'événements soigneusement orchestrés conçus pour piéger Nathan et ses cohortes dans leur propre toile de tromperie. La première phase commença immédiatement. Faites fuiter l'enquête sur la fusion à la presse financière, ordonna Johan. Mais faites croire que ça vient d'un ancien employé inquiet. En quelques heures, l'histoire file à une des chaînes d'information économique. L'action de Carlton Technologies subit une petite baisse, exactement comme prévu. Nathan et ses amis, déjà paranoïaques et surveillant leurs investissements, y verraient une opportunité de se sauver. Ils paniquent, rapporta Jessica en surveillant leurs appels téléphoniques. Tous les 5 appellent leur courtier simultanément. Johan regarda les moniteurs de trading alors qu'ils vendaient frénétiquement leurs actions, essayant de devancer ce qu'ils pensaient être imminent. À chaque vente, ils s'enfonçaient davantage dans des problèmes juridiques. Maintenant, dit Johan en faisant un signe de tête à Jessica, lancez la phase 2. Le communiqué fut diffusé à l'échelle de l'entreprise et à tous les principaux médias. Carlton Technologies annonça une restructuration et une expansion majeure. Le cours de l'action grimpa en quelques minutes. Mais Nathan et ses amis avaient déjà vendu à perte, un cas flagrant de tentative de manipulation de marché basée sur des informations privilégiées. Monsieur Thompson de la commission antitrust est sur la ligne 1, annonça Jessica. Johan prit l'appel sur haut-parleur. Rebecca Anderson. Mademoiselle Anderson, nous avons reçu des informations très intéressantes sur la fusion de l'année dernière, dit la voix à l'autre bout du fil. Oui, nous menons une enquête interne, répondit Johan avec aisance. Je serais heureuse de partager nos conclusions, y compris des images de surveillance plutôt éclairantes d'un bar hier soir. Les pièces du puzzle se mettaient en place. À la mi-journée, la SEC avait ouvert une enquête officielle sur les activités de trading de Nathan et de ses amis. La commission antitrust examinait la fusion. Pendant ce temps, le cours de leur action montait en flèche alors que le marché réagissait à l'annonce de l'expansion. Nathan essaie de quitter le pays. Rapporta Jessica en consultant ses flux de surveillance. Son passeport avait été mystérieusement signalé à l'aéroport. Johan s'autorisa un petit sourire. Quelle malchance. Et les autres, continua Jessica. Michael fait une dépression nerveuse dans le bureau de son courtier. 2 autres rencontrent des avocats pénalistes. Le dernier tente de supprimer son historique de mai, ne réalisant pas que nous avons déjà tout. L'après-midi apporta d'autres développements. Leurs tuyaux anonymes avaient déclenché des enquêtes dans 3 autres entreprises où Nathan et ses amis avaient précédemment travaillé. D'anciens collègues, sentant le sang dans l'eau, commencèrent à se manifester avec leurs propres histoires de faute. Leurs avocats demandent une réunion, annonça Jessica. Ils proposent un règlement. Refusé, répondit Johan en regardant les dernières nouvelles. Laissez-les mariner. Le soir venu, la tempête parfaite battait son plein. L'enquête de la SEC s'était étendue pour inclure leurs comptes de trading personnel. La commission antitrust avait gelé leurs actifs, en attendant l'examen. 3 actions collectives distinctes avaient été intentées par d'anciens employés, alléguant une discrimination systématique. La mère de Nathan s'est calmée sur les réseaux sociaux, nota Jessica avec satisfaction. Elle a probablement vu les allégations de délit d'initié, répondit Johan. Même elle ne peut pas présenter ça positivement. Une notification apparut sur l'écran de Johan. Nathan tentait d'accéder à ses comptes gelés, devenant de plus en plus désespéré à chaque transaction refusée. Devrions-nous diffuser les images du bar aux médias, demanda Jessica. Pas encore. Johan se leva et se dirigea vers la fenêtre. Voyons d'abord comment il gère demain. Demain apporterait la phase finale du protocole tonnerre. Pendant que Nathan et ses amis étaient distraits par les enquêtes et les actifs gelés, l'équipe de Johan avait discrètement racheté leurs actions bradées par le biais de sociétés écrans. À l'ouverture du marché, Carlton Technologies annoncerait un important contrat gouvernemental. Un contrat qu'il négociait secrètement depuis des mois.
Leur femme appelle des avocats spécialisés en divorce, rapporta Jessica, consultant une dernière fois sa tablette pour la journée. Apparemment, elles ne sont pas contentes de potentiellement tout perdre à cause de la fraude de leur mari. Joanne pensa au contrat de mariage sur lequel Nathan avait insisté, pensant se protéger d'une épouse croqueuse de diamants. Quelle ironie que cela protège maintenant ses actifs de ses ennuis juridiques. Envoyez-leur à tous des invitations à une réunion pour demain matin, ordonna Joanne. 9 heures précises. Ils ne viendront pas, prédit Jessica. Ils viendront. Joanne se détourna de la fenêtre, son reflet dur et clair dans la vitre qui s'assombrissait. Parce qu'en ce moment, je suis leur seul espoir de survie. Alors que la nuit tombait sur la ville, Joanne relut une dernière fois le scénario de demain. En moins de 12 heures, Nathan et ses amis s'assiéraient dans son bureau, brisés et désespérés, alors qu'elle leur présenterait leurs options. Le choix entre la destruction totale et la simple humiliation complète. Les badges de sécurité sont prêts, dit Jessica en plaçant 5 laissez-passer de visiteurs sur le bureau de Joanne. Joanne en prit un, passant son pouce sur la photo de Nathan. À demain alors, dit-elle. Après tout, la tempête parfaite ne concernait pas seulement la destruction. Il s'agissait de forcer vos ennemis à reconnaître l'éclair avant que le tonnerre ne frappe. 9 heures arrivèrent avec la précision d'une symphonie bien orchestrée. Un par un, Nathan et ses anciens collègues entrèrent en traînant les pieds dans le bureau de Joanne, ombre de leurs anciens mois arrogants. Leurs costumes chers étaient froissés, leurs visages hagards après des nuits blanches et une pression croissante. Messieurs, les salua Joanne, assise derrière son bureau. Je crois que vous avez tous passé une semaine intéressante. Nathan ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Michael tremblait visiblement. Les autres fixaient leur badge de visiteurs, comme s'ils ne pouvaient pas tout à fait croire à quel point ils étaient tombés bas. Le conseil attend, annonça Joanne en se levant. Allons-y. Ils la suivirent comme des condamnés à la salle du conseil des cadres. À travers les parois vitrées, ils pouvaient voir tout le conseil d'administration assis autour de la table massive, ainsi que leur équipe juridique et plusieurs représentants de la SEC. Avant de commencer, Joanne marqua une pause à la porte. Je veux que vous compreniez quelque chose, dit-elle. Ce qui se passera dans l'heure qui vient déterminera non seulement votre avenir professionnel, mais aussi votre liberté personnelle. La salle du conseil tomba dans le silence alors qu'ils entraient. Jessica se tenait devant l'écran de présentation, prête à commencer. Les représentants de la SEC avaient leurs carnets ouverts, les stylos prêts. Membres du conseil, distingués invités, commença Joanne, prenant sa place à la tête de la table. Nous sommes ici aujourd'hui pour aborder plusieurs questions graves concernant la gouvernance d'entreprise, les malversations financières et l'abus de pouvoir systématique. D'un signe de tête à Jessica, la présentation commença sur l'écran. Les preuves de leurs méfaits se déroulèrent avec des détails dévastateurs. Registre de transactions, images de surveillance, chaîne de mai, conversations enregistrées, un catalogue complet de leur destruction. Comme vous pouvez le voir, continua Joanne alors que Nathan s'enfonçait plus bas dans son fauteuil. Le schéma de faute s'étend bien au-delà du simple harcèlement au travail. Nous parlons de fraude boursière, de délits d'initiés et de complots criminels. Les représentants de la SEC prenaient des notes rapides. Les visages des membres du conseil s'étaient pétrifiés. Michael semblait sur le point de s'évanouir. Cependant, Joanne marqua une pause, laissant la tension monter. Carlton Technologies est prête à offrir un accord d'amnistie limité. Une seule fois, une seule offre, pas de négociation. Cela attira leur attention. 5 têtes se relevèrent, l'espoir se mêlant à la suspicion dans leurs yeux. Jessica distribua des dossiers à chacun d'eux. Les termes sont simples, expliqua Joanne. Coopération totale avec toutes les enquêtes, divulgation complète de toutes les fautes, qu'elles aient été découvertes précédemment ou non, restitution de tous les profits issus des transactions irrégulières et, plus important encore, une reconnaissance publique de vos actions. Vous voulez qu'on avoue? Nathan retrouva sa voix, bien qu'elle se brisât sur le dernier mot. Je veux que vous affrontiez les conséquences de vos choix, le corrigea Joanne. Signez ces accords maintenant, et Carlton Technologies ne portera pas plainte au pénal. Refusez, et la SEC a suffisamment de preuves pour s'assurer que vous passerez tous un temps considérable en prison fédérale. Les membres du conseil regardèrent impassiblement les 5 hommes parcourir frénétiquement leurs documents. Leurs avocats assis derrière eux hochaient déjà la tête d'un air sombre. Vous avez 5 minutes pour décider,
annonça Johan en consultant sa montre. Après cela, cette offre expire, et nous procéderons à des poursuites complètes. Les quelques minutes suivantes furent remplies de chuchotements désespérés entre les hommes et leurs avocats. Johan put voir le moment exact où chacun céda, leurs signatures apparaissant sur les documents les unes après les autres. Nathan fut le dernier, sa main tremblant alors qu'il apposait son nom. Leurs regards se croisèrent alors qu'il poussait le dossier sur la table. Dans le sien, elle vit la mort finale de son arrogance, la compréhension complète de la manière dont il avait été totalement déjoué. « Excellent », dit Johan en rassemblant les documents signés. « Jessica va maintenant vous escorter dans des salles de conférences individuelles, où vous commencerez vos dépositions avec les représentants de la SEC. » Alors qu'ils étaient emmenés, Johan se tourna vers le conseil. « Et maintenant, discutons de l'avenir de Carlton Technologies. » L'heure suivante fut consacrée à définir leur voie à suivre, nouvelle structure de gouvernance d'entreprise, protocole de conformité amélioré et restructuration complète de l'équipe de direction. Le conseil, ayant été témoin de la précision avec laquelle Johan avait géré la crise, approuva chaque proposition à l'unanimité. « Une dernière chose », ajouta Johan alors que la réunion touchait à sa fin. « Je voulais qu'il soit consigné que chaque employé affecté par la discrimination de l'ancienne direction sera examiné en vue d'une réintégration ou d'une indemnisation. » L'approbation du conseil fut immédiate. Après tout, c'était un petit prix à payer pour éviter le cauchemar publicitaire dont Johan les avait sauvés. Plus tard, dans son bureau, Jessica apporta à Johan les dépositions préliminaires. « Ils chantent comme des canaris. » Rapporta Jessica, chacun essayant de se sauver en incriminant les autres. Johan parcourut les documents, notant à quelle vitesse ils s'étaient retournés les uns contre les autres. « Assurez-vous que leurs aveux soient correctement enregistrés et attestés, » ordonna Johan. « Nous ne voulons aucune rétractation plus tard. » Par sa fenêtre, Johan pouvait voir Nathan être escorté jusqu'à sa voiture, sa carrière et sa réputation en lambeaux. Son avocat était déjà au téléphone, essayant vraisemblablement de sauver ce qu'il pouvait de l'épave de la vie de son client. « Et leur registre de transactions ?» demanda Johan. « En cours d'examen par des experts comptables judiciaires », répondit Jessica. « Les estimations initiales suggèrent qu'ils devront chacun rembourser plusieurs millions de gains irréguliers. » Johan hocha la tête, se retournant vers son bureau. L'action de la société était en hausse de 15% suite à l'annonce des changements de gouvernance. Les journaux économiques saluaient déjà Carlton Technologies comme un modèle de responsabilité d'entreprise. Programmer une réunion à l'échelle de l'entreprise pour demain, ordonna Johan. Il est temps de reconstruire ce qu'ils ont essayé de détruire. Jessica s'arrêta à la porte. Est-ce que ça en valait la peine? Johan pensa aux années passées à les regarder briser des rêves, intimider des subordonnés et se moquer de quiconque qu'ils jugeaient inférieur. Elle pensa à toutes les carrières qu'ils avaient fait dérailler et aux vies qu'ils avaient impactées. Demandez aux personnes qui récupèrent leur emploi, se répondit-elle. Astérisque, demandez aux femmes qui n'auront plus à subir de harcèlement. Demandez à tous ceux qui croyaient qu'ils n'obtiendraient jamais justice. Après tout, la meilleure vengeance ne consiste pas seulement à punir. Il s'agit d'assurer un changement positif pour ceux qui restent. Astérisque, les jours qui suivirent la réunion du conseil se déroulèrent comme un effet domino soigneusement orchestré. Chaque matin apportait de nouvelles révélations, chaque après-midi de nouvelles conséquences, et chaque soir de nouvelles victoires. L'avocat de la défense pénale de Nathan a démissionné, annonça Jessica en entrant dans le bureau de Johan avec le briefing du matin. Apparemment, il a essayé de se rétracter sur certaines parties de ses aveux. Johan consulta le flux de surveillance de la salle de déposition de Nathan. Envoyez-leur la vidéo de ses aveux volontaires, et celle où son avocat l'a informé de ses droits à 3 reprises. Les retombées se propageaient au-delà de leur mur d'entreprise. 3 autres sociétés avaient lancé des enquêtes internes après avoir découvert des schémas de fraude similaires lors des emplois précédents de Nathan et de ses amis. Leur réseau professionnel s'effondrait alors que d'anciens alliés se précipitaient pour prendre leur distance. Michael a tenté de se suicider, rapporta Jessica, posant discrètement une coupure de presse sur le bureau de Johan. Est-il stable? Demanda Johan. Oui, sous observation psychiatrique. Johan hocha la tête, ressentant un mélange complexe d'émotions. Assurez-vous que ses frais médicaux soient couverts anonymement, et demandez au RH d'accélérer l'examen de toute personne qui l'a harcelé ou discriminé. Les médias s'en donnaient à cœur joie. Les revues économiques publiaient des enquêtes approfondies sur la culture d'entreprise toxique.
Les magazines féminins voulaient des interviews sur le fait de briser le plafond de verre. Les blogs technologiques analysaient comment la PDG fantôme avait orchestré une telle chute parfaite. La mère de Nathan a donné une interview, dit Jessica en sortant la vidéo. Joanne regarda la femme qui s'était autrefois vantée de son fils à succès. S'excusait maintenant en larmes d'avoir cautionné son comportement. L'interview se terminait par l'annonce d'un don à des programmes de prévention du harcèlement au travail. La femme de Nathan a demandé le divorce ce matin-là, ainsi que les épouses de 3 autres, ajouta Jessica. Elles affirment toutes n'avoir eu aucune connaissance de la fraude financière. Joanne se tourna vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Quelque part là-bas, Nathan était probablement assis dans la chambre d'amis de sa mère, regardant son monde imploser. Ses actifs étaient gelés, sa réputation détruite, son mariage terminé et son avenir un labyrinthe de procédures judiciaires. Les entretiens de réintégration se passent bien, poursuivit Jessica, changeant de sujet. 12 anciens employés ont déjà accepté des offres de retour. Parmi eux se trouve Jennifer Anderson, sans lien de parenté. Une brillante programmeuse que Nathan avait chassée il y a 2 ans. Elle dirige maintenant notre nouvelle division IA. Son expertise est enfin reconnue et valorisée. Joanne hocha la tête. Le comte Thompson a doublé son contrat avec nous, poursuivit Jessica. Ils sont impressionnés par notre nouvelle direction et nos initiatives de transparence. Une notification apparut sur l'écran de Joanne. Un autre ancien employé avait rendu publique son histoire. Cette fois, c'était quelqu'un de l'ancienne entreprise de Nathan, décrivant un schéma de comportement qui remontait à des années. L'enquête de la SEC s'étend, rapporta Jessica. Ils examinent chaque entreprise pour laquelle ils ont travaillé. Joanne consulta leur base de données sécurisée, examinant les preuves qu'ils avaient recueillies. Envoyez aux enquêteurs tout ce que nous avons, chaque document, chaque enregistrement, chaque trace de faute. Les retombées professionnelles n'étaient qu'un début. Les conséquences sociales s'avéraient tout aussi dévastatrices. Les adhésions au country club furent révoquées. Les postes au conseil d'administration d'organismes de bienfaisance furent abandonnés. Les admissions dans les écoles privées pour leurs enfants furent soudainement mises en liste d'attente. Ils sont mis au ban de tous les postes de direction sur la côte est, nota Jessica en faisant défiler sa tablette. Les sites de dénonciation sont pleins d'histoires à leur sujet, ajouta-t-elle. Joanne examina les dernières photos de leur équipe de surveillance. Nathan semblait mal rasé et débraillé, essayant de rencontrer d'anciens collègues qui avaient soudainement des rendez-vous urgents ailleurs. Michael sortait du bureau de son psychiatre, hanté et vide. Les autres géraient chacun leur chute à leur manière désespérée. Peterson a envoyé son rapport final, ajouta Jessica. L'équipe de transition a complètement restructuré leurs anciens départements. La productivité est en hausse de 40%. Joanne hocha de nouveau la tête. Ce n'était pas seulement une question de chiffres. L'atmosphère du bureau s'était transformée. Sans l'influence toxique de Nathan et de ses amis, les employés s'épanouissaient. L'innovation augmentait, la collaboration s'améliorait et la peur qui avait imprégné certains départements se dissipait. Leurs équipes juridiques demandent une autre réunion, dit Jessica. Ils veulent discuter d'une coopération supplémentaire en échange de peines plus légères. Trop tard, répondit Joanne en se retournant vers son bureau. Ils ont eu leur chance d'amnistie. Les actions ont des conséquences. Un message clignota sur l'écran de Joanne. Nathan tentait de la contacter via une nouvelle adresse e-mail. Comme toutes ses tentatives précédentes, elle fut automatiquement archivée pour l'équipe juridique et bloquée. Joanne soupira. Ses effets personnels, demanda-t-elle. Toujours en entrepôt, répondit Jessica. La maison de sa mère est apparemment trop petite pour sa collection essentielle d'articles de luxe. Joanne pensa à la façon dont il se moquait des gens qui faisaient leurs achats dans les grands magasins, qui conduisaient des voitures modestes. Qui vivaient avec des moyens normaux. Maintenant, il apprenait la vraie valeur des choses et le coût de l'arrogance. L'action collective se poursuit, l'a mis à jour Jessica. 300 anciens employés se sont joints. Chaque jour apporte de nouvelles histoires. Des carrières déraillées, des opportunités refusées, des vies impactées par leur discrimination systématique et leur abus de pouvoir. Le procès ne portait pas seulement sur l'argent. Il s'agissait de responsabilité et de reconnaissance. Et la presse demande toujours des interviews, ajouta Jessica.
Il s'intéresse particulièrement à la façon dont vous avez maintenu le personnage de la PDG fantôme tout en étant marié à Nathan. Johan secoua la tête. Cette histoire resterait privée. Un rappel que parfois, la personne la plus silencieuse dans la pièce est celle que vous devriez surveiller le plus attentivement. Programmez la réunion de suivi du conseil pour la semaine prochaine, ordonna Johan. Il est temps de mettre en œuvre la phase 2 de notre restructuration d'entreprise. Alors que Jessica partait, Johan examina une dernière fois les dernières photos de surveillance. 5 hommes, autrefois si puissants et arrogants, maintenant réduits à des ombres d'eux-mêmes. Leur chute n'était pas seulement professionnelle. Elle était complète et irréversible. Après tout, les véritables retombées de la vengeance ne résident pas seulement dans l'explosion initiale. Elles résident dans les séquelles radioactives qui garantissent que rien ne pourra jamais repousser à sa place. 6 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Johan s'était révélé être la PDG de Carlton Technologies. Debout à la fenêtre de son bureau, regardant les feuilles d'automne se disperser sur la place de l'entreprise, elle réfléchissait à la façon dont le paysage avait complètement changé. Les chiffres définitifs sont là, dit Jessica en entrant avec sa tablette. Les bénéfices trimestriels sont en hausse de 60%. La satisfaction des employés atteint des sommets records. Et le règlement de l'action collective a été approuvé ce matin. Johan hocha la tête en se détournant de la fenêtre. Le règlement garantirait que toutes les personnes lésées par Nathan et ses cohortes reçoivent une indemnisation appropriée. Plus important encore, il avait forcé une reconnaissance publique de leurs actions et des actions des anciens dirigeants. Les doigts de Jessica dansèrent sur son écran. Nathan travaille comme vendeur débutant dans un petit magasin d'électronique en Ohio. L'influence de sa mère lui a obtenu le poste, mais il est déjà en probation pour des problèmes d'attitude. Les puissants sont tombés, dit Johan. L'homme qui se moquait autrefois des carrières des autres luttait maintenant pour atteindre des quotas de vente de base. Michael est toujours en thérapie mais va mieux, poursuivit Jessica. Il a publié des excuses en ligne et travaille avec des groupes de prévention du harcèlement au travail. Ça semble sincère, en fait. Johan prit une couverture de magazine encadrée sur son bureau. C'était le Business Week du mois dernier, présentant la transformation de Carlton Technologies. L'article avait loué leur nouvelle culture d'entreprise sans jamais mentionner le scandale qu'il avait provoqué. Les autres, demanda Johan. Il donne des cours de commerce dans un collège communautaire, axé sur l'éthique des affaires. Ironiquement. Un autre travaille dans l'entreprise de construction de son beau-frère. Le dernier a déménagé en Alaska pour se retrouver. Leur chute avait été spectaculaire, mais ce n'était pas ce à quoi Johan pensait le plus. Au lieu de cela, elle se concentrait sur les changements que leur départ avait permis. La division IA de Jennifer est florissante, sourit Jessica. 3 nouveaux brevets déposés ce trimestre. L'équipe qu'elle a reconstruite révolutionne toute notre approche du développement logiciel. Dans toute l'entreprise, des transformations similaires s'étaient produites. Des départements autrefois régis par la peur bourdonnaient maintenant d'innovation. Des employés qui avaient été mis à l'écart menaient maintenant des projets révolutionnaires. La culture toxique que Nathan et ses amis avaient favorisée était remplacée par quelque chose de véritablement collaboratif. Le comte Thompson a envoyé ceci, dit Jessica en posant une bouteille de champagne sur le bureau de Johan. Ils sont impressionnés par les nouvelles propositions de projet. L'équipe de Jennifer a apparemment résolu un problème avec lequel il luttait depuis des années. Johan pensa à toutes les fois où Nathan avait rejeté les idées de Jennifer, s'était moqué de ses suggestions et l'avait fait douter de sa propre brillance. Maintenant, elle dirigeait leur division la plus rentable. Des tentatives de contact récentes, demanda Johan. Jessica vérifia ses journaux. Nathan a essayé de vous contacter via LinkedIn la semaine dernière. Son profil le mentionne toujours comme notre ancien vice-président des opérations. Bien que quiconque recherche son nom obtienne une histoire bien différente. Internet n'oublie jamais. Chaque article sur le harcèlement au travail, chaque exposé sur la fraude d'entreprise, chaque récit édifiant sur l'abus de pouvoir, son nom apparaît dans chacun d'eux. L'équipe de tournage du documentaire demande une autre interview, ajouta Jessica. Il l'appelle le plafond de verre brisé. L'accent est mis sur la transformation des entreprises et les femmes au poste de direction. Johan secoua la tête. Dirigez-les plutôt vers nos chefs de division qui réussissent, Jennifer, Maria, Sophia, celles qui font le vrai travail de reconstruction. Son téléphone vibra. C'était un message de la mère de Nathan.
Depuis ses excuses publiques, elle était devenue une alliée improbable dans la réforme de la culture d'entreprise. Parlant des dangers de cautionner les comportements toxiques, Johan avait financé anonymement sa tournée de conférences. La réunion du conseil est dans 10 minutes, lui rappela Jessica. Ils veulent discuter de l'expansion internationale. Johan rassembla ses documents, s'arrêtant à la porte du bureau. La plaque nominative indiquait simplement « Rebecca Anderson ». Plus d'ombre, plus de masques, plus de faux-semblants. Cela faisait exactement 6 mois, nota Jessica en marchant à côté de Johan. Des regrets. Johan pensa aux derniers mots de Nathan dans la salle du conseil, sa dernière tentative de manipulation. « Je t'ai vraiment aimé, tu sais. » « Non », répondit Johan en se dirigeant vers la salle de conférence. Pas de regrets, juste des leçons apprises. Les leçons ne concernaient pas seulement la vengeance. Elles concernaient le pouvoir, la responsabilité et l'obligation d'utiliser les deux à bon escient. Il s'agissait de créer quelque chose de mieux à partir des cendres de la destruction. Le programme de mentorat des employés a une liste d'attente, rapporta Jessica alors qu'elle marchait. Il s'avère que les gens sont désireux d'apprendre quand ils n'ont pas peur d'être moqués. C'était la vraie victoire. Pas la chute de Nathan et de ses amis, mais l'ascension de tous ceux qu'ils avaient essayé de rabaisser. Chaque employé promu, chaque idée mise en œuvre, chaque changement positif était un témoignage de ce qui pouvait grandir lorsque l'on retirait le poison du sol. Une dernière chose, dit Jessica alors qu'elles atteignaient la salle du conseil. Les RH ont signalé 0 plainte pour harcèlement ce trimestre. Première fois dans l'histoire de l'entreprise. Johan marqua une pause, laissant cela s'imprégner. Le coût humain du style de leadership de Nathan avait été incommensurable. Mais la guérison était mesurable, quantifiable et réelle. À l'intérieur de la salle du conseil, les membres du conseil étaient déjà assis. Ces réunions étaient différentes maintenant, plus collaboratives, plus axées sur la croissance à long terme que sur les profits à court terme. La peur de s'exprimer avait été remplacée par l'enthousiasme des possibilités. Commençons. Johan prit sa place à la tête de la table, ressentant à la fois le poids de la responsabilité et la légèreté de la justification. Après tout, la meilleure vengeance ne consiste pas seulement à détruire ce qui était mal. Il s'agit de construire quelque chose de mieux à sa place. Et alors que Johan regardait ce que Carlton Technologies était devenu, elle savait que la vraie victoire n'était pas dans la chute de Nathan. Elle était dans l'ascension de tous les autres. Parlons de l'avenir, dit Johan en ouvrant son dossier, car c'est ce qui restait après la vengeance. Pas la satisfaction de la destruction, mais la responsabilité de la création. Et Johan était prête pour les deux.